idéal même. Des abus qui sont, et nous le voyons dans différents domaines, chaque jour plus inquiétants, y sont commis. Un exemple de ces abus concerne le développement exponentiel des infractions de cyberhaine. La lutte contre ces phénomènes repose bien évidemment sur l'action des pouvoirs publics, mais il apparaît indispensable de demander aux grands opérateurs d'Internet d'y contribuer. Le gouvernement souhaite ainsi responsabiliser les opérateurs de plateformes. Ils ne peuvent s'exonérer de toute responsabilité en arguant du caractère incontrôlable de l'outil qu'ils ont eux-mêmes développé. Si les éditeurs sont déjà responsables des contenus qu'ils éditent en application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, les plateformes doivent pouvoir être également tenues pour pénalement responsables dans certaines conditions à raison des contenus qu'ils diffusent. La proposition de loi qui est portée par la députée Laetitia Avia visant à lutter contre la haine sur l'Internet tente à atteindre cet objectif. Cette proposition de loi prévoit notamment d'instaurer pour les grands opérateurs de plateformes en ligne une obligation de retrait sous 24 heures des contenus haineux manifestement illicites. Le non-respect de cette obligation constituerait alors un délit pénal passible d'une peine de 250 000 € d'amende pour les personnes physiques et de 1 250 000 € pour les personnes morales. Cette proposition de loi envisage que soit également désigné par décret un parquet et un tribunal qui seront compétents au niveau national en matière de lutte contre la haine en ligne. La désignation de cette juridiction à compétence nationale concurrente, disposant d'un haut degré d'expertise pour traiter à un niveau central les affaires de haine en ligne, qui seront complexes, cette juridiction donc doit permettre d'assurer la cohérence de la réponse pénale et de la jurisprudence en la matière. Le texte dont je parle, la proposition de loi de la députée Avia, est toujours en cours de discussion au Parlement. Il a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et il est actuellement au Sénat où il sera examiné en séance publique le 26 février, c'est-à-dire donc demain. Mesdames et messieurs, je souhaiterais pour finir dire un mot sur l'affaire qu'a évoquée Joël Mergui, affaire qui, je le sais, a beaucoup ému ces derniers mois l'ensemble de nos concitoyens, en France comme à l'étranger. Je pense ici bien évidemment à l'horreur du meurtre de Lucie Sarah Attal-Halimi, meurtre commis en avril 2017 par un individu qui a depuis été déclaré pénalement irresponsable par la Cour d'appel de Paris. Je partage et je comprends l'émotion suscitée par ce crime odieux. Je sais que la décision de la Cour d'appel, qui a été rendue en décembre dernier, constatant l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits, a été difficilement comprise. Ma responsabilité de garde des Sceaux m'interdit, par exigence pour l'indépendance de la justice que je suis la première à devoir garantir, m'interdit de m'exprimer sur le fond de cette affaire. Ces réserves sont d'autant plus nécessaires qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cette décision par les parties civiles. Je souhaiterais toutefois préciser devant vous deux choses. D'abord, dire un mot sur les circonstances et la procédure par laquelle cette décision a été rendue. Et puis ensuite, dire un mot d'une commission que je viens de mettre en place. La décision est intervenue à l'issue d'un processus d'instruction long, ayant abouti à une audience publique et contradictoire qui s'est déroulée durant une journée entière devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Cela s'est déroulé, donc, cette procédure, conformément à une nouvelle disposition instaurée en 2008 en matière d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Au terme des débats intervenus lors de cette audience, les juges ont expressément constaté le caractère antisémite du meurtre de Lucie Attal-Halimi. C'est un élément essentiel qu'il convient de rappeler à tous ceux qui douteraient des motivations du meurtrier. Cette audience a également été l'occasion pour l'ensemble des parties de débattre, je le répète, contradictoirement et publiquement des conclusions rendues par les psychiatres. Cette affaire, incroyablement douloureuse, pose une réelle question d'interprétation juridique sur le point de savoir si le trouble mental résultant d'une intoxication volontaire peut constituer une cause d'irresponsabilité pénale. La Cour de cassation, sur ce sujet, apportera une réponse en statuant dans les mois qui viennent sur le pourvoi formé par les parties civiles. Je souhaite toutefois que ce drame soit l'occasion pour le ministère que je dirige de faire progresser notre réflexion. Avant la réforme de 2008, l'irresponsabilité pénale était simplement constatée par un juge d'instruction qui rendait une ordonnance de non-lieu ou par les tribunaux qui prononçaient des jugements de relax ou des arrêts d'acquittement s'ils estimaient que le trouble psychique ou neuropsychique dont était atteint le suspect au moment des faits avait aboli son discernement et le contrôle de ses actes. La loi de 2008 a donc permis une avancée vers un point qui se voulait être un point d'équilibre, en permettant aux juges de dire publiquement et contradictoirement tout à la fois qu'une personne peut être pénalement irresponsable, mais que cette personne a bien commis les faits qui lui sont reprochés. C'est évidemment exactement ce qui s'est passé avec la décision de la Chambre de l'instruction dont nous parlons depuis tout à l'heure. 12 ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2008, il me semble utile de procéder à un bilan précis du dispositif qu'elle a mis en place. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé au Sénat, dans un débat qui a eu lieu la semaine dernière, la constitution d'une commission composée de personnalités qualifiées, anciens parlementaires, magistrats, experts psychiatres et avocats. La lettre de mission que je vais prochainement signer leur demandera de dresser un bilan précis de la procédure créée par la loi de 2008, d'analyser l'état de la jurisprudence en matière de troubles résultant d'une intoxication volontaire et, le cas échéant, de faire des propositions d'évolution. En fonction des conclusions qui me seront remises, j'en tirerai, le cas échéant, toutes les conséquences nécessaires. Mesdames et messieurs, comme l'a récemment rappelé le président de la République, il nous faut, et je le cite, traquer l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes, la haine qui s'affiche au grand jour comme celle qui se tapisse dans l'ombre et l'anonymat. Permettez-moi simplement de vous redire ici mon engagement et celui de l'ensemble du gouvernement pour combattre inlassablement l'intolérance et la haine de l'autre, dont l'antisémitisme est sans doute l'expression la plus intolérable. Ce combat, c'est celui de la sauvegarde de nos valeurs fondamentales, c'est celui de la sauvegarde de notre démocratie. C'est pourquoi, en la matière, je puis vous le garantir, nous ne céderons jamais rien. C'est ensemble que nous poursuivrons ce combat. Et je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'occasion de parler devant vous. Thank you, Excellency Belloubet. It's been an honor to have you here, and we wish you very well for your future endeavors. Thank you so much. Ladies and gentlemen, before we conclude our gala dinner and you're all about to have some dessert, just a little bit of housekeeping. After dinner, we have some shuttle buses outside to take you back to your hotel. Our staff are going to be on hand to guide you.
However, should you need to walk off some of the great food, that's also an option. Speaking of buses, there'll be buses from the hotels leaving at 7:45 to come here. Breakfast won't be served at the hotel, but will be in this room beginning at 8 a.m. and running until our panel starts shortly before 8 o'clock. Again, we ask you to check out of your hotels in the morning. Please bring your luggage here and we can keep it in the secure storage for you. Just one more thing, and I beg your indulgence for my own very, very small moment at the Oscars. I'd like to thank once again our dear partners, Mr. Joël Mergui, for the French Consistoire, for their accueil chaleureux, I hope I said that correctly, and to the Action and Protection League for this event is our shared success. Briefly, The Wizard of Oz was one of my favorite films growing up. And behind the curtain, I'd like to thank our own wizards. The conference coordinator, Ruth Isaac, who put in more work miles than the entire Kenyan marathon team put together. Daphne Friedman, who makes sure everything is, every dot is dotted and every T is crossed. Misha Vorobejczyk-Meller for ensuring that our event was graced by excellencies and ambassadors from all over Europe. Kelly Leibovich for your help and support and for your phone calls. Leslie Hochstein, who managed to get everyone here on the planes, trains and automobiles. Rabbi Eliyahu Edelkopf and the Kaplan team, you're all amazing. Thank you. And lastly, thanks to you, dear guests, for our delegates for being here on a Monday night. You've traveled far and wide to show your solidarity and to join us in our shared fight against the oldest hatred. Thank you all. Wishing you a wonderful evening, and I'm looking forward to see you tomorrow. I think somebody just wants to say one more thing. Sorry. Sorry, apparently there was some concern that not everyone heard about the luggage. Just to reiterate again, please, after you've checked out, bring your luggage and we'll store it here from you. And that really is all from me. Enjoy the rest of your evening. Thank you so much for your attention. Have a wonderful evening.